Nous sommes mardi 23 février 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici les titres des hésitations autour de la tenue et la transparence des élections à venir. Selon le professeur Abdoul Niang, président de Djogoni Maya, les défis pour l'organisation des élections sont énormes. Le Premier ministre Mokhtar Wane était face aux membres du CNT pour répondre à leurs questions sur le plan d'action du gouvernement de la transition. Le compte rendu au cours de cette édition avec Ladji Dambélé, membre du CNT. Depuis 2 mois, les autorités de la transition ont débuté une opération de démolition sur le site de la zone aéroportière, une situation qui a fait couler beaucoup d'encre. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer et bienvenue. Comme annoncé dans les titres, certaines organisations de la société civile malienne et la classe politique doutent de la tenue des élections prochaines à la date indiquée par les autorités de la transition. Pour le président de Djogoni Maya, le professeur Abdoulaye Nianga, les défis sont énormes. Il faut l'implication de toutes les couches, y compris les chercheurs, pour sa bonne organisation. Pour lui, sans l'avis des chercheurs, ce sera impossible d'organiser des élections crédibles et transparentes. Les enjeux, il y a un grand défi. En réalité, il n'y a pas une bonne compréhension de la crise institutionnelle, qui est sous la crise sociale globale et sécuritaire. Le Mali va vers le fédéralisme. Si vous planifiez les élections sans connaître là où vous partez, vous arriverez mal. Le Mali, historiquement, est du système fédéral. La bataille mondiale de l'origine de propriété des terres de Kidal de 2014, n'est-ce pas, facilitée par la présidente de l'Union africaine, la présidence de la Mauritanie, eh bien, le document, dans le chapitre 3, est sur l'architecture institutionnelle de la région-État. En tant qu'un des analystes de la situation de la bataille, eh bien, nous avons le reste de l'architecture institutionnelle. L'État fédéral doit être organisé d'une certaine manière. Les régions, leur organisation a été faite dans le chapitre 3 du document de l'accord. Donc, tant que le gouvernement n'est pas conscient qu'il n'y a pas de Mali un et indivisible, si ce n'est pas dans le fédéralisme, eh bien, ça ne marche pas. Ce qui aurait dû être fait aujourd'hui, c'était les élections des présidents des régions-États. Et l'organisation territoriale, suivant le centre sénat, c'est entre 20 et 25. Nous avons 20 maintenant. Il y en a, comme Kenya, c'est obligatoire que ce soit une région-État. Donc, tu ne peux pas préparer les élections de quelque chose que tu ne connais pas. Si tu ne connais pas la situation, comment tu vas... C'est une situation sensible où l'injustice économique était criminelle, mais on veut sortir de ça. Mais si vous ne savez pas le début de la chose, comment vous allez vous asseoir? Celui qui est le directeur de ce bureau était à Djogoni Maya Blum. Donc, il sait très bien qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir des élections s'il n'y a pas l'élection des présidents des régions-États. Le président de l'État fédéral ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas l'élection des présidents d'État. On l'a dit en 2018, on ne nous a pas cru, le Mali est parti vers le chaos. Et maintenant, on n'est pas en train de nous croire, le Mali va aller vers le chaos, mais on va l'empêcher. Nous avons la meilleure structuration des citoyens en coalition d'action citoyenne pour la défense du droit civil et politique. Donc ceux qui sont dans la coalition d'action stratégique et citoyenne pour la défense du droit civil et politique vont se battre. Ils vont interpeller, ils vont faire la désobéissance civile avec la bonne organisation et la méthode. Dans les jours à venir, on va les organiser. Ce qui a lieu de faire, mais il faut consulter la société du savoir. Il faut consulter les chercheurs. Non,
on ne peut pas aller dans l'aveuglette. Si tu ne consultes pas ceux qui ont comme fonction de passer leur temps à repenser et à refonder. La refondation, on l'a dit l'autre jour, le ministère Koulibaly de la refondation et des relations avec les institutions nous a fait l'honneur de nous recevoir pendant peut-être 2 ou 3 heures de temps. Nous avons donné une session gratuitement de l'atelier d'initiation sur le fédéralisme. Donc, il faut qu'ils écoutent ce ministère. C'est le ministère de la refondation qui va leur dire quel est le Mali refondé. Mais avant de refonder, il faut repenser. On est vers des opérations rectificatives. Il n'y a pas de... Au niveau du Premier ministre, il manque de sa structure de planification. Il y a une structure de planification donnée au niveau du Premier ministre. Mais Mokhtar Ouane ne l'utilise pas. Et s'il ne l'utilise pas, la coordination nationale de veille stratégique va interpeller pour qu'il soit relevé, pour qu'il aille vers une renonciation volontaire de la balance de son mandat de Premier ministre. Mais il va aller faire quelque chose qu'il sait faire. Le plan d'action du gouvernement de transition présenté par le Premier ministre Mokhtar Ouane ce vendredi 19 février au Conseil national de transition tourne autour de 6 axes déclinés en 23 objectifs adossés à 275 actions à évaluer à travers 291 indicateurs. 100 voix, 4 contre et 3 abstentions adoptées hier soir au bout de 6 heures de discussion. L'adjudant Melé du CNT nous fait le point sur la conclusion. Tout d'abord, le Premier ministre a présenté son plan d'action gouvernemental de mise en œuvre de la feuille de route. Ça s'est passé le vendredi. Donc, nous avons posé des différentes questions parce qu'on nous avait donné 48 heures pour qu'on puisse lire le document, comprendre ce qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on puisse poser les questions de compréhension et même faire des observations et même faire des contributions pour qu'on puisse améliorer le document et l'adopter enfin et que le Premier ministre le gouvernement puisse travailler en plein régime sur le document. Je m'empresse de dire que ce document, quand on le voit, on s'aperçoit directement que la feuille de route a commencé à être mise en œuvre dès que le gouvernement a été mis en place. Parce que quand on lit le document, on trouve que certaines parties qui sont là-dedans, tu vas trouver qu'il y a certaines parties qu'on a dit que ça c'est déjà fait. Je prends l'exemple du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Parce que quand on dit plan d'action, c'est chaque ministère qui fait son plan et qui envoie à la primature. La primature compile toutes les activités que les différents départements ont envoyées au niveau de la primature. La primature les compile, les font en un seul document et appelle les différents départements, ils le valident ensemble pour dire telle ou telle activité que vous avez programmée pour être faite pendant la transition et pour la mise en œuvre de cette feuille de route, comment vous voulez le faire. Donc, ils se mettent d'accord sur le document et en fin de compte, ils sortent un document finalisé et c'est ce document qui a été présenté à nous. Donc, ça veut dire que c'est le travail de chaque ministère qui se trouve là-dedans. Quand on prend le plan d'action gouvernemental, on s'aperçoit que c'est un tableau. C'est un tableau à 8 entrées. Les 8 entrées, c'est 8 colonnes, je veux dire. C'est un tableau à 8 entrées. Et ce qui m'intéresse, c'est la partie responsable. Il y a le ministère responsable de l'activité qui a été écrite en amont, dans des actions qui ont été écrites. Parce qu'il y a objectif, il y a action, il y a indicateur et il y a les périodes pendant laquelle l'activité doit être menée.
et il y a aussi le ministère responsable de l'activité, de l'action. Ce qui m'intéresse ici, c'est le responsable. Donc chaque ministère est responsable d'une action écrite dans le plan d'action. Quand on prend le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a mis dans la cagnotte du PAG la tenue des assises sur le coton. Tout le monde a vu ça. Mais ça a trouvé que le plan d'action n'était pas encore sur la table du CNT. Donc c'est pour vous dire que certaines actions ont été déjà menées avant que nous ne validions le document. Ça veut dire que la feuille de route a commencé à être mise en œuvre dès que le gouvernement a été mis en place pour pouvoir prendre l'avance et qu'on puisse terminer à la mise en œuvre, même si on ne finit pas, si on arrive à mettre en œuvre à 70 à 80% toutes les activités programmées, toutes les actions programmées par les différents ministères, on a réussi la transition. C'est pour cela que je dis, à prime abord, que c'est un document compilé des différents départements du gouvernement. Qu'est-ce qui est sorti de cela? Au sortir de ces différentes questions d'observation et de contribution des différents membres du CNT, et les différentes réponses données par le PM, le Premier ministre, on s'aperçoit que réellement, ce qui a été mis là-dedans a été bien fouillé. Les activités programmées, parce que les gens se sont demandé, est-ce que le gouvernement a les moyens de pouvoir mettre en œuvre tout ce qui a été cité? Donc, c'était très simple. Et j'ai trouvé que la réponse aussi a été à hauteur de souhait. C'est le budget national. Parce que les activités ont été calées sur le budget national. Donc, c'est le budget national qui va les mettre en œuvre et en appui avec les partenaires techniques et financiers qui vont appuyer le gouvernement pour essayer d'étoffer. En résumé, quand on essaye de résumer le plan d'action qui est fait en 6 axes. Quand on prend le premier axe qui est axé sur la défense, la sécurité et l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, on s'aperçoit que vraiment toutes les questions, toutes les inquiétudes qui ont été soulevées ça et là ont été prises en compte et ont été répondues à hauteur de souhait par le PM. Je m'en vais pour preuve vous dire la démobilisation, les DDR, là. Il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées dans ce sens. Et la réponse vraiment a satisfait les uns et les autres. Je prends l'axe 2, qui est la gouvernance. La gouvernance, tout le monde connaît, c'est d'abord la relecture des différents textes et comment avoir beaucoup de choses concernant les institutions, comment leurs imbrications doivent être faites, les élections qui doivent venir, leur chronogramme et tout. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans ce sens et beaucoup de questions ont été posées au Premier ministre pour qu'il puisse nous donner des informations claires et précises dans ce sens. Et le Premier ministre a été très, très concis et précis. Mais le reste des détails, les chiffres que les uns et les autres cherchaient ne se trouvaient pas dans le document. Ces chiffres-là se trouvent au niveau des départements. Si quelqu'un a besoin de cela, c'est le département qui peut te donner aux chiffres près qu'est-ce qu'il veut en faire. Ça, c'est les actions qui sont annoncées ici. Chaque action constitue beaucoup d'activités. Le ministère va faire beaucoup d'activités pour mener à bien chaque action. Donc, s'il s'agit de donner le chiffre, c'est-à-dire le budget, et budgétiser, donner le nombre d'activités que vous allez mener, le document, on allait se retrouver avec un document difficilement exploitable. Et le PAG, pour celui qui connaît l'administration, c'est comme ça, on l'élabore. Et le PAG est chaque fois évalué.
Donc, c'est à l'évaluation qu'on saura que vraiment ce qui a été mis dans le PAG, si je dis PAG, c'est le plan d'action gouvernemental, hein, c'est le plan d'action gouvernemental de la feuille de route. Donc, c'est à l'évaluation qu'on saura si le gouvernement est en train de faire du bon travail ou non. Je dirais que le document, en résumé, répond aux aspirations du moment, de la transition. C'est un document qui répond aux aspirations de la transition pour qu'on puisse mener à bien cette transition et avoir un Mali nouveau tant souhaité. Mon mot de la fin maintenant, c'est de dire aux uns et aux autres, à toute la population malienne, que ce document que nous avons est maintenant notre boussole. Cette boussole, nous devons nous l'approprier pour qu'on puisse travailler avec et accompagner ce gouvernement à sa mise en œuvre pour qu'on puisse avoir un Mali nouveau et le Mali Koura dont on rêve tant. Les autorités de la transition maintiennent la procédure de l'opération de démolition des constructions illicites de la zone aéroportière et menacent de poursuivre en justice ceux qui ont livré des documents et les autorisations de construction. Pour Aboubakar Sidiki Fomba, président de l'Association pour la protection de la démocratie, cette démolition fait partie d'un cadre d'injustice sociale. La question de démolition est une question très pertinente parce que ça fait partie d'un cadre d'injustice sociale. Moi, de façon naturelle, je n'aime pas l'injustice sociale. Vous savez, ces cas sont intervenus pendant que c'est des agents de l'État qui ont délivré des documents à ceux qui étaient installés. Et lorsqu'ils s'installaient, c'était à l'appui. Ils ont été appuyés par des forces de l'ordre de la police. Et aujourd'hui, s'il faut démolir et ne pas prendre des sanctions contre ceux qui ont délivré, et l'État n'a pas eu le courage aussi de suivre les règles normales juridiques pour parvenir à ça, mais cela n'est pas tolérable. Quand le Premier ministre a eu le courage de dire que les démolitions vont continuer, il doit avoir le courage aussi de poursuivre ceux qui ont donné les documents. Surtout l'argent qui a été payé va au-delà d'1 milliard. C'est la caisse de l'État qui a empoché. Et donc nous avons parlé, il faut que les déguerpis soient recasés. C'est un problème à nous tous. Et les autres aussi soient mis dans leurs droits. Ainsi prend fin notre édition d'aujourd'hui. Un grand merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur La Liberté Télévision.